bienvenue dans ce nouvel épisode de Ligne de fond, le podcast qui parle de sport, mais surtout qui doit vous parler. On y aborde des sujets de société par le biais du sport, parce que la vie est un sport. Ensemble, on va découvrir chez différents acteurs du monde sportif ce qui peut résonner en nous. Leur histoire, leur personnalité, leurs combats sont des occasions de discuter de différences, de santé mentale, de précarité, de féminisme et d'autres thèmes encore que je trouve passionnants. En complément de l'épisode, tu peux trouver plus d'infos et de contenu sur l'Instagram Radio Arc-en-Ciel et la chaîne YouTube Studio Arc-en-Ciel. Si tu apprécies le contenu, pense bien à t'abonner pour être au courant des nouvelles sorties et tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur les plateformes de streaming. C'est un petit geste, mais c'est primordial pour le développement du podcast. Dans cet épisode, Nathanaël Bialas, un sportif passionné, footballeur, trailer, qui apprend avec le trail à repousser ses limites, à se dépasser et à mieux se connaître. L'importance de la résilience s'illustre à travers son aventure lors de la Maxi Race d'Annecy, un trail de 88 km en 2023. Et la résilience se révèle lors de toutes les épreuves de la vie. Écoutez le récit de Nathanaël qui nous raconte son cheminement fait de hauts et de bas, de montées et de descentes. Pour le sport, pour le voyage, pour l'aventure. Il n'y a pas de pression dans un match, il faut toujours jouer son jeu. 41% des joueurs pros avaient un problème avec l'homosexualité. Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. On regarde dans l'histoire, les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une forme de plaisir dans la souffrance. Souffrir, c'est aussi ressentir. Et ressentir, c'est vivre. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va discuter avec un grand passionné de sport, Nathanaël Bialas. Salut Nathanaël, ça va ? Salut Hugues, ça va et toi ? Bah super, franchement très content de t'avoir dans Ligne de fond. En forme ? Ouais, très en forme depuis le retour de blessure. Oh là, voilà, ça parle déjà de blessures, on va voir ce qu'il en est. Alors j'ai dit que tu étais un grand passionné de sport, et particulièrement le football, tu y joues depuis l'enfance, et tu travailles dans une entreprise de data spécialisée dans le football. Alors je te laisserai expliquer rapidement en quoi ça consiste. Le nom c'est Sport Dynamics. Et si le foot c'est ton premier amour, tu te mets à la course d'endurance il y a quelques années, et tu vas même aller jusqu'à faire un trail de 88 km, imaginez, la Maxi Race à Annecy. Pour y parvenir, tu as dû faire preuve de beaucoup de résilience, et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui, la résilience, mot d'ordre dans le sport et dans la vie. Donc on va voir comment cela résonne dans nos vies à tous. Mais maintenant, je te laisse te présenter, je t'en prie, dis-nous qui tu es. Du coup, Nathanaël Bialas, j'ai 26 ans, je travaille depuis quelques années maintenant, dans une boîte, comme tu l'as dit, à Sport Dynamics. Donc, on fournit de la data et de la vidéo à des staffs, à des clubs de foot professionnels, des sélections, des fédérations. Donc, on est en lien avec eux et moi, je m'occupe de la vente et du coup du relationnel avec ces clubs et ces personnes dans les instances du football. Et des clubs, pas des moindres. Oui, pas des moindres. Après, c'est pas non plus... Enfin, si, il y a des gros clubs. Tu peux en citer quelques-uns ? On peut en citer quelques-uns. En France, on a notamment des partenaires très, très sympas et très solides comme l'Olympique Lyonnais, le RC Lens. Moi, je m'occupe, comme je suis franco-allemand, plus de la partie allemande. Donc, avec les champions, il n'y a pas si longtemps, Leverkusen, Hoffenheim, Werder Bremen, Augsbourg, peut-être Hambourg. C'est sur le point de se faire. Donc, voilà, quelques insights. Voilà, donc quand même, il gère avec quelques clubs de niveau élite nationale, mais c'est pas terrible pour lui. Donc, voilà. Non, mais si, mais on voudrait toujours plus gros aussi. Des clubs comme le Bayern, comme Paris. C'est souvent, quand on parle à des non-fans de foot et que tu dis que t'as pas les gros, t'as l'impression de rien faire, alors que pas du tout. Et moi, je préfère limite avoir les clubs qui bossent bien avec peu de moyens. Donc, non, mais c'est cool et c'est hyper intéressant d'avoir le côté pro du monde du foot. Moi qui ai toujours voulu être professionnel dans un sport, de toucher à ce monde pro, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et à côté de ça, je joue au foot et je suis un grand passionné de sport, comme tu l'as dit. Donc, oui, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas que le foot. Tu es quand même sensible à énormément de sports. Tu suis quand même énormément de sports. Et d'ailleurs, même Sport Dynamique peut s'ouvrir à d'autres sports. Ouais, pour l'instant, on est une start-up française assez petite, basée à Paris.
le but, c'est de croître et on fait du foot parce qu'on aime le foot et c'est là où il y a le plus d'argent pour le moment. Mais l'idée, c'est qu'on aille sur le basket, sur le tennis, sur du rugby, dans plein d'autres sports. Surtout qu'il y a pas mal de passionnés, notamment de basket. Et c'est un sport où il y a pas mal de data aussi. Donc, ça serait cool d'aller vers là dans quelques années, j'ai envie de dire. On te le souhaite et on le souhaite à Sports Dynamique. Et c'est vrai que cette passion pour le sport que tu as, elle se traduit aussi par le fait que tu recherches toujours à dépasser tes limites, à chercher des nouvelles sensations. Et là, tu t'es mis il y a quelques années, tu as commencé à t'adonner à la course d'endurance. Et c'est plutôt le trail, le format trail qui t'a attiré. Qu'est-ce que tu recherchais dans cette activité? Mais c'est vrai que je me suis plus retrouvé dans le trail parce que je pense que je suis assez endurant à mon humble niveau, notamment lié au foot. Même si j'étais gardien pendant très longtemps, je pense que le foot, ça permet d'avoir une bonne caisse, comme on dit. Mais aller vite, moi, c'est pas trop mon truc. Et donc, j'aimais bien ce sport qui s'appelait trail et où il y a des montées, il y a des descentes, il y a des beaux paysages où tu peux t'arrêter, tu peux aller vite, tu peux faire un peu ce que tu veux. Et donc, j'avoue que c'est un mélange de nature, avoir le choix d'aller vite ou de pas aller vite sur certains tronçons. Et du coup, c'est ça qui m'animait pas mal. Et après, forcément, il y a la recherche de limites qui est venue après. Mais dans tout départ, c'était plus... je suis pas le plus rapide, même si on voit qu'aujourd'hui, il faut aller de plus en plus vite et il faut faire du rapide pour être bon en trail. De base, c'est pas ce qui m'attirait. Oui, limite, c'est pas que un sport, il y a aussi le plaisir d'être dans la nature. Ouais, C'est ouais, pas... c'est ça. Comparé à un terrain de foot, on peut aller où on veut, moi, j'adore faire... quand j'arrive dans une nouvelle ville, je cours dans la ville, aux alentours. J'ai étudié dans plusieurs villes où, à chaque fois, en fait, pour découvrir la ville, courir, c'est la base. Donc, j'adore découvrir des nouveaux terrains de jeu, découvrir des villes, mais du coup aussi leur campagne et du coup avoir des beaux paysages. C'est quelque chose qui m'attire pas mal. Et oui, je pense que ça change du terrain de foot. Ouais. Et c'est un peu ce que je recherche dans d'autres sports comme le golf ou la course à pied où on peut aller un peu où on veut. Ouais, donc un petit côté globe-trotter quand même chez Nathanaël. Et qu'est-ce que tu recherchais que les autres sports t'avaient pas apporté avant? Bonne question. Le foot, il y a une dimension physique, mais tu vas pas chercher tes limites. Ce qu'on avait, je prends l'exemple parce que tu y étais aussi à la fac de sport, à l'IFEPSA à Angers. On recherchait quand même pas mal de fois nos limites. Limite, certains en vomir sur certaines évaluations pour grappiller 1 ou 2 points. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout, alors que ceux qui font de l'athlé depuis des années, ils sont habitués à voir des gens vomir à l'entraînement. C'est vrai. En natation, je vais pas mettre l'expression, mais dans chien max. Et alors qu'au foot, on est toujours un peu dans le confort, on est 11 sur le terrain, voire plus à l'entraînement. Donc, c'est quelque chose que j'avais pas forcément et assez nouveau. Et ça m'attire, ça m'attirait, ça m'attire toujours de voir jusqu'où on peut aller. Et encore, je me considère pas comme quelqu'un qui va se mettre dans le rouge souvent, peut-être plus comparé à d'autres, mais il y en a, ils vont très loin. Et c'est intéressant de voir jusqu'où tu peux aller, qu'est-ce qui est capable d'encaisser ton corps. Ouais, c'est un peu des questions qui se posent de plus en plus. Ah, intéressant que toi on va dire, qui aime bien aller à fond dans les sports que tu fais, je pensais pas que tu connaissais pas cet aspect de vraiment se dépasser, vraiment aller loin. Donc, ok, ça me surprend. D'autant plus que tu t'as donné une nouvelle pratique qui est le trail, qui peut être un sport parfois extrême. Après, ça dépend du format qu'on choisit. Mais du coup, tu t'es rapidement fixé un objectif, finir la Maxi Race d'Annecy. Donc, c'était en 2023 que tu l'as fait. Donc, cette année-là, c'était un parcours de 88 km qui était proposé avec plusieurs kilomètres de dénivelé, positifs et négatifs. Donc, pour faire simple, il y a des grosses montées et des grosses descentes. C'est difficile. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'en chier un max, mais à chaque fois que j'avais un objectif, je donnais tout pour réussir, mais ça allait pas d'en puiser vraiment dans les ressources très loin. C'était juste de la répétition et j'étais très acharné, mais ça allait pas endommager mon physique. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui était nouveau. Et tu t'es donné combien de temps pour préparer cet événement? Premier gros objectif en trail de 88 km. J'ai fait quelques courses avant.
ça part d'une histoire entre copains de se dire ah bah on fait la Maxi Race à Annecy tous les quatre, et au début c'était un peu une blague, et au final après on s'y est mis un peu plus sérieusement à en discuter, et ça s'est fait comme ça. Je pense que la décision, on l'a prise en novembre, où la billetterie venait de sortir. On a direct pris nos dossards. Pour une course, quel mois? Fin mai. Fin mai, la course. Et donc, il y avait large le temps, même si on était... moi, je trouvais que je grillais un peu des étapes. Je crois que ma plus grande course avant officielle, c'était 40 km en trail. C'était plus du double, un dénivelé de 5000 mètres. Donc, c'était assez énorme. Je grillais un peu des étapes, mais j'étais plus jeune et fougueux. Et du coup, je me suis dit, on va le faire, on va être tous les quatre, ça va être très sympa. Et avec du recul, je me suis dit, c'était bien, et on en reparlera, mais j'aurais préféré faire un truc plus linéaire pour arriver à 88, par exemple. Ce que j'essaie de refaire là, avec mes blessures. T'as vraiment brûlé les étapes avec le recul. Oui. Que quelques mois pour préparer quelque chose d'aussi extrême, c'est... Même si j'avais cette expérience de 40 km, enfin plusieurs trails courts, mais c'est même pas du trail très long. Donc, c'est des efforts qui sont sur 4-5 heures, grand max, et c'est pas le double, voire le triple, voire même plus, comme ce que j'ai fait. Donc, oui, c'est beaucoup d'étapes de grillé. J'avais un peu d'expérience, j'avais 2-3 ans de course, mais c'était les débuts, donc c'est pas recommandé. Alors, dans cet objectif de faire la Maxi Race d'Annecy, il y a plusieurs obstacles qui se sont présentés devant toi. Donc déjà, ça a testé ta détermination. Donc déjà, dans ta préparation pour le trail, tu as eu quand même un événement majeur embêtant, c'est que tu as eu une blessure pendant la préparation, une entorse à la cheville pendant un entraînement. Et ça, c'était combien de temps avant la course? Ça, c'était au mois de... C'est marrant parce que je regardais les photos aujourd'hui de cette année-là, et c'était au mois de février, plein mois de février. Et je venais de reprendre le foot avec les copains, j'étais en pleine prépa, et arrive cette blessure. Et d'abord, mon premier réflexe, c'est ok, bah, pour la course, ça ira, c'est qu'une entorse et tout. Mais ça a duré plus longtemps, un peu plus longtemps que prévu, et le temps de revenir, etc. Donc c'était compliqué parce que mi-février, entorse, t'en as pour minimum 3-4 semaines, vraiment minimum, sur une grosse entorse. C'est vraiment une grosse entorse. Donc c'était assez compliqué du coup de reprendre le foot et d'allier avec la prépa de la course. Il me restait, je pense, 2 mois de prépa pour la course, sachant qu'avant le mois de février, je commençais à bien me préparer, sauf que les gros blocs, ils sont passés un peu à la trappe. Et du coup, mon objectif quand je suis revenu 2 mois avant la course, c'était de récupérer le max possible de mon physique. Et je savais que j'aurais pas tout le dénivelé dans les jambes, j'aurais peut-être la caisse, mais j'aurais pas du tout les genoux pour, et le physique pour. Je disais souvent, j'étais prêt physiquement, mais j'étais prêt physiquement, enfin j'étais bien physiquement, mais j'étais pas prêt à encaisser tout ça, quoi. Alors justement, je me demandais, est-ce que ce petit contretemps, ça a changé tes ambitions avant la course? Dans l'idée, à chaque fois, avec les autres copains, du coup, on était 4 à vouloir la faire. L'idée, c'était de la finir. C'était une course longue, mais l'idée, c'était de la finir. Bien sûr que... L'idée, c'était toujours la finir. Oui, c'était la finir, et si on peut faire un score, enfin, on donnera le max, et on verra bien. Avec ce qui s'est passé durant la prépa, c'était vraiment objectif de la finir. Et au final, il y a tous les copains m'ont lâché, et du coup, j'étais tout seul. Voilà. J'avais 3 de prépa. C'est un autre obstacle. Ouais, autre obstacle. Et j'arrive, et je me suis longtemps posé la question, est-ce que je le fais, je le fais pas? J'avais pris le dossard, j'avais pas d'assurance annulation. J'étais quand même très excité de faire cette course. Je me suis dit, je le tente, même si je sais que c'est pas très intelligent. Je la fais quand même, et on verra. Je prendrai le temps qu'il faut après pour récupérer, mais je la fais quand même. Dans quelle mesure tu penses que ça t'a affecté dans ta course, le fait d'être dans un élan collectif, de vouloir le faire avec d'autres potes, et finalement tu te retrouves seul? Je pense que c'était un autre challenge. Quand on est 3-4, c'est quelque chose que tu vas vivre ensemble. Là, j'étais tout seul, mais j'étais quand même accompagné, notamment d'une partie de ses copains,
pour faire mon assistance. Donc, je les voyais tout au long du parcours et c'est ce qui m'a motivé, on en reparlera. Si j'étais vraiment tout seul pour la course et aller à Annecy tout seul, ça aurait été totalement différent. Là, j'avais, entre guillemets, des accompagnateurs, tout un staff qui était là pour moi. C'était motivant d'un point de vue, je vais le faire pour eux et en même temps, je suis le seul des copains à le faire, donc j'ai envie de réussir. J'ai envie de montrer que malgré ça, je vais le faire quand même. Donc peut-être que ça t'a avantagé finalement sur certains points. Ouais. Si vous aviez couru à 4, vous n'auriez pas eu d'assistance du coup. Et ben, il y avait quand même d'autres amis qui venaient faire l'assistance, mais ça aurait été bien plus complexe parce qu'on avait tous à peu près des rythmes différents. Donc être là pour tout le monde, c'était un peu compliqué à gérer. Faut qu'ils se déplacent en voiture entre chaque ravito et souvent t'as pas le temps d'attendre un et d'être prêt pour l'autre à l'autre endroit, donc ça aurait été un peu plus complexe. D'un autre contretemps, finalement, tu as réussi à en faire une force. Bel exemple de résilience, encore une fois. Ouais. Et globalement, il y a aussi une certaine bataille avant le combat, si je puis dire, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'étapes par lesquelles il faut passer avant de parvenir à participer au trail. Parle-nous un peu de l'organisation que ça demande, que ce soit, on a parlé des relais, mais après, il y a au niveau de la nutrition, il faut beaucoup de matériel aussi. Ouais, c'est vrai que déjà physiquement, j'étais un peu entamé. Au départ de la course, j'étais là, est-ce que la cheville va tenir? Mais c'est vrai qu'il y a tout un monde de préparation au trail qui est assez nouveau pour ceux qui connaissent pas trop. Même, je trouve, ceux qui font du marathon et de la course à pied rapide, c'est tout un système différent de glucides qu'il faut. Là, pour du très long, faut être habitué à manger, ce que beaucoup ne font pas. Et ce que même moi, sur mes premières courses, je me rappelle une course de 30-35 km avec 1500 de dénivelé, bah, je savais pas, je m'étais pas entraîné, et c'était mon premier grand trail un peu plus long, et j'avais zéro expérience, et j'ai très mal mangé, je me suis très mal nourri, j'ai très mal bu, et je l'ai payé direct parce qu'au bout de 25 bornes, bah, j'étais super bien au niveau du chrono, je pensais que je pense que je faisais partie du top 30 de la course, j'étais au max, et très vite j'ai eu des crampes parce que pas nourri et pas assez d'eau, et donc en fait tu le payes cash. Erreur de jeunesse. Et t'apprends comme ça. Après tu te dis oui, à l'entraînement faut que je boive beaucoup, faut que je mange, faut que je m'entraîne, et ça vient après, mais c'est que par expérience que tu le fais vraiment. À l'entraînement tu te dis mais non, j'ai pas besoin de manger, etc. Et bah tu vois vite que après tu perds tous tes moyens. Beaucoup de travail en amont déjà pour être opérationnel le jour J. Donc, ça met déjà à l'épreuve la motivation. Une fois fin prêt, on arrive au jour J et le jour de la course, là tu as dû puiser, trouver des ressources dont tu ignorais peut-être l'existence. J'ai hâte que tu nous racontes cette aventure passionnante. Mais avant ça, j'ai envie de te soumettre à la petite rubrique idées reçues, c'est une tradition dans Ligne de Fond. Parce qu'on a sûrement tous des idées reçues sur les sports d'endurance. Et puis le trail, même si ça se développe, ça se démocratise, ça reste méconnu pour beaucoup de personnes. Donc voilà, je vais donner quelques idées reçues et puis tu vas me dire à chaque fois ce que tu en penses. J'ai hâte que tu nous apportes ton œil d'expert. Même si je suis pas un expert et que... Non, tu donnes simplement ton avis. Pas de souci. En tout bien, tout honneur. En tant que passionné. Allez, c'est parti. Première idée reçue, l'ultra-endurance est mauvaise pour le corps. C'est bien que tu me poses la question, parce que même moi, c'est une question que je me pose, que je pose à mon ostéo, à mon kiné, où je dis est-ce que je suis pas trop jeune pour faire ça? Est-ce que souvent on voit des profils, surtout avant, des profils de plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans qui font du trail, et on disait souvent les a priori c'était quelque chose qu'on fait après le foot, après d'autres sports, et ça vient un peu avec l'âge. Je pense que oui, ton corps est à maturité au bout d'un moment et a assez d'expérience pour être le plus performant possible. On le voit avec Kylian Jornet qui est encore très performant aujourd'hui, même si c'est sûr que c'est pas le meilleur, c'est pas le plus rapide. C'est quand même une légende, et ça vient quand on regarde les lignes d'arrivée, c'est souvent quasi autour de 30 ans, à partir de 30 ans. Même si je trouve que ça devient de plus en plus jeune, je pense que quelqu'un de 20 ans, il n'aura pas l'expérience, pas la capacité, pas les genoux, pas le corps pour endurer des courses qui sont très très longues et qui font très très mal au corps. Donc
Je sais pas, j'ai envie de dire que faut juste prendre de temps, faut pas griller d'étapes comme moi j'ai fait par exemple. Alors c'est sûr que sur le jour de la course, ça fait mal, a priori, ça fait quand même un peu mal au corps, mais est-ce que sur le long terme, c'est mauvais pour le corps? La course à pied, sûrement pas. Et par contre, des très longues distances, comme je disais, faut pas griller d'étapes et faut être prêt et faut pas en faire trop, c'est comme tout. Et parce que sinon, je pense que oui, tu peux te faire très très mal. Mais il faut savoir que oui, si on fait une course de 160 km ou voire plus, ça a quand même d'énormes impacts sur le corps et après, il faut récupérer, faut pas. Ouais. Des fois, quand tu vois le programme de certains coureurs sur une année, des fois, tu te poses la question s'ils écoutent bien leur corps. Les sports d'endurance poussent à l'anorexie. J'ai pas forcément trop d'avis là-dessus. Pas de recul dessus. Il faut être un peu sec. C'était Mathieu Blanchard qui disait que moi, je suis gros, je crois, et je fais du trail. Et donc, peu importe, justement, ça. Le trail, c'est peut-être un peu différent des autres sports d'endurance. Bien sûr, pour faire de la vitesse, bien sûr que là, si sur un 10 bornes, je fais 90 kilos au lieu de 65, et bah, forcément, il y a une énorme différence. Mais est-ce qu'il y en a qui peut-être qui poussent ça vraiment trop loin et que ça peut être dangereux pour leur organisme? Oui, peut-être. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une différence entre le trail et le marathon, par exemple. Le marathon, on voit que des morphotypes quand même très fins, très maigres. Exactement. Là où le trail, il faut quand même avoir de la force dans les jambes. Ouais, on peut avoir des morphotypes un peu différents. Exactement. Tu peux avoir des longilignes, tu peux avoir, comme tu dis, des profils très différents. Entre guillemets, l'esprit trail, c'est plus franchouillard, tu fais un peu ce que tu veux, et même si ça se professionnalise, et après c'est un autre débat, mais je pense que chacun est un peu plus libre et se laisse un peu plus aller. Où il y avait une comparaison entre ceux qui font du marathon, qui pèsent exactement ce qu'ils mangent, etc. Alors que quand tu fais du trail, tu manges un peu ce que tu veux, etc. Donc on espère que ça reste comme ça. Alors le trail, c'est un sport où les pratiquants ne pensent qu'à ça dans leur vie. C'est-à-dire que c'est le trail, il y a tout qui tourne autour de ça. Ouais, c'est un peu vrai. Ça devient un peu une obsession. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'on souffre beaucoup pendant la course et tu te dis plus jamais je veux vivre ça. Et en fait, juste après la course, tu as cette endorphine qui te dit oui, je veux absolument revivre ça, je veux en faire plein d'autres, je veux en faire partout. Et donc, ça devient un peu une addiction, un peu comme d'autres sports, mais ouais, je comprends cet état d'esprit et je le partage un peu. Et donc, désolé pour les proches des gens qui font du trail, mais voilà, vous les verrez pas beaucoup, désolé. Le trail, c'est forcément des courses ultra dures en montagne. Pas du tout. On peut être, moi, ce que j'adore appeler, c'est les petits trails à la saucisse. C'est les trails du dimanche dans ton pâté de maison, pas très loin à la campagne. Tu as des 15, 20, 30 bornes avec un peu de dénivelé. Et c'est, comme je disais plus tôt, c'est un peu franchouillard. T'y vas pas. Enfin, c'est un truc très tranquille. Et bien sûr qu'il y en a qui jouent la gagne, mais je pense que c'est pas trop l'esprit. Et c'est pas forcément de la haute montagne, bien sûr, qu'on aimerait tous être proche de la montagne pour s'entraîner et vivre et avoir des paysages assez dingues. Mais j'habite dans une région qui est assez plate, le Maine-et-Loire, et on a quand même des petits trails sympas, comme je les appelle, les trails à la saucisse. Ok, super. Donc voilà, le message est passé. Le trail, c'est accessible à tous. Il n'a pas que des Kylian Jornet. Et il y a toutes sortes de distances, même des courtes où le dénivelé est parfois atroce. Et c'est des efforts qui sont beaucoup moins longs, mais qui sont tout aussi passionnants et qui peuvent être sympas pour se challenger, même sous 10 km. Donc, Dernière idée reçue, s'équiper pour une course de trail, ça coûte cher. Aïe. De plus en plus, forcément, à l'époque, Kylian Jornet, pour le reprendre, il partait courir avec quasiment rien dans son sac. Aujourd'hui, c'est des sacs, bien sûr, pour optimiser la performance, tout est millimétré, tout est minimalisé même. On fait des formats de plus en plus petits et de plus en plus adaptés parfaitement à la taille des coureurs et à ce qu'ils ont besoin. Donc forcément, tout ce qui est optimisé coûte très cher, que ce soit les sacs, que ce soit les kawaii, que ce soit des vestes de survie, que ce soit tout après, que ce soit les bâtons. Donc
les chaussures qu'il faut acheter très souvent, comme au bout de 700 km, elles sont plus utilisables. Donc oui, c'est un sport qui coûte assez cher. Si on veut s'équiper pour du long, je pense notamment au niveau nutritif, c'est assez lourd, surtout quand on prépare des courses. Donc c'est assez cher et oui, c'est compliqué. Alors que c'est un sport qu'on peut pratiquer partout, il suffit d'une paire de chaussures, mais si on veut faire du trail en compétition, bah oui, forcément, il faut un peu plus de matos. Merci pour tes réponses, merci de nous apporter ton regard. Donc maintenant qu'on s'est un peu familiarisé avec le milieu du trail, on a les éléments nécessaires pour se plonger dans cette journée sans fin que tu as vécue, la Maxi Race. Alors on va revivre cette course avec toi. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître les moments par lesquels tu es passé, les émotions que tu as ressenties et comment tu as réagi face à ça. J'aimerais savoir, avant le départ, plante-nous le décor. Ouais. À quoi ça ressemble, comment ça se passe. Je crois que c'est de nuit. Ouais, il faut se replonger un peu dedans dans les souvenirs. Ouais. On est arrivé la veille à Annecy et beaucoup d'excitation dans la nuit, très peu de sommeil parce que j'avais un réveil à 2h30, je crois. J'ai essayé de me coucher à 20h, 21h. J'ai pas dormi, je pense, avant 22h30, 23. Donc j'ai dormi 2h30, 3h. Donc assez compliqué. Réveil très très excité et faut manger direct. Faut manger direct pour se préparer pour la course. Le palpitant à 180, je suis très excité et du coup les copains se réveillent avec moi, enfin juste après. Et je me prépare et après on va vers la course. Donc ça c'est un peu le contexte, les copains qui se réveillent pour m'accompagner, de la grosse musique dans la voiture pour s'ambiancer et très très excité du départ, beaucoup de questionnements, comme je disais avant, je savais pas si la cheville allait tenir, comment j'allais réagir, etc. Mais beaucoup d'excitation et j'avais tellement hâte de commencer. Oui, surtout que ça faisait des mois que tu attendais ça. Il y avait eu des doutes. Donc plutôt dans l'euphorie. Et du coup, à quelle heure était le départ ? Vers 5h, entre 5 et 6h. Tu pars à la frontale dans Annecy par vague. Forcément, je n'étais pas dans la vague numéro 1 élite, mais j'étais bien plus loin. Et on part du coup échelonné tous les 15 minutes. Et tu pars dans Annecy dans la nuit. Tu croises les derniers survivants de la soirée de la veille. Donc c'est assez marrant et tu pars dans Annecy et tu es rapidement dans la première montée vers Semnoz, je crois, qui est une station de ski et une montée qui est assez raide de 1000 mètres de dénivelé d'un coup, ouais, pas 1000 mais 800 quoi. Et donc c'est la première grosse étape dans la nuit quoi. Waouh, ça te met tout de suite, ça te donne le ton immédiatement. Ouais. Et alors justement, quand arrive la première difficulté, elle était de quel type ? C'était plutôt un coup dur mental ou physique, un problème de nutrition Je sais même pas trop si c'est une difficulté, mais j'arrive à Semnoz, j'ai le ravito, je vois les copains, il y a déjà 18 km de fait. On repart, c'est le lever du soleil, c'est magnifique, t'es sur les hauteurs, donc tout va bien. Toi, tu te dis, je suis bien, j'ai déjà fait à peu près un cinquième. Ouais, et là, il y a quelques réponses, la cheville elle tient. J'ai fait la première grosse montée, super chrono. J'étais très content de moi. C'est magnifique, lever de soleil. Bien sûr que là, ça annonçait du lourd parce qu'il allait faire super beau. Donc, on appréhendait un peu. Je pense qu'il faisait quasiment 30 degrés et grand soleil. Donc, au bout d'un moment, ça allait peut-être taper. Mais pour l'instant, il faisait assez frais. Il faisait bon et des superbes sensations. Rapidement, je crois que c'est en fait une envie d'aller aux toilettes. Eh ben oui, c'est partie de la réalité des sports d'endurance. Un premier obstacle, très envie d'aller aux toilettes et je pense que dans la première descente, je peux à peine me retenir et du coup j'essaie de me cacher dans les forêts pour faire ce que j'ai à faire et j'arrive pas. Et donc c'était plutôt un problème gastrique, un problème intestinal. oui, comme sur la plupart des abandons, c'est soit une blessure, soit c'est ça. Donc je me dis bah c'est pas grave, ce sera plus tard. Et au final, ça passe et je descends. La première descente pleine de confiance et de superbes sensations. Je vais un peu vite dans la descente, sachant que j'étais pas prêt à encaisser tout ça. Je pense que je vais un peu vite, je prends trop confiance. Et pour être franc, les 30 premiers, c'est facile. Ok.
Donc, première montée très bien, première descente assez rapide, très content de moi. Et c'est après où quand on remonte, là, je sens que mon genou, c'est déjà, enfin, j'ai pas eu cette sensation-là. Je sens qu'il y a un truc qui va pas, comme un petit dérèglement dans la machine, de pas de quoi s'inquiéter. Mais au bout d'un moment, je m'arrête même et je fais, bah, attends, je teste, je me fais des squats, je fais un petit truc pour tester un peu ce qui va pas. Je sens qu'il y a un petit truc, je sais pas ce que c'est. Et au final, je pense que c'est de la fatigue ou mon poplité qui est déjà en train de travailler beaucoup trop. Je continue la montée et je sens qu'il y a une petite gêne qui commence, une petite raideur qui arrive, quoi, mais rien de très alarmant. Mais on était quand même à 30-35 km, donc Il en restait plus de 50, quoi. il y a encore beaucoup à faire Ouais. après. Et en Oui. fait, tout va bien jusqu'à ce que tout n'aille plus bien. Ouais, oui, ça va. Après, il y a énormément de chaleur. Du coup, le midi, c'est vrai que là, j'arrive plus trop à me souvenir, mais oui, on est à peu près à la moitié. Et il me semble qu'à la moitié, je suis à peu près à 8 heures de course. Et c'était ce que j'espérais dans un bon Mhm. cas, dans un bon jour, un truc où je suis bien. Donc, j'étais super bien à la moitié, d'autre côté du lac, à Doussard. Et en fait, là, les aléas de la course, mais j'arrive en avance, pour te dire, par rapport à mes copains qui venaient m'assister au ravito du Ouais. midi à Doussard, parce que beaucoup de bouchons, beaucoup de personnes qui accompagnent les coureurs, donc pas mal de bouchons. Il n'y a qu'une route autour du lac d'Annecy pour aller là-bas, donc très compliqué pour eux. Et j'échange un peu en courant avec eux. Ils auront 15 minutes de retard, quoi. Et sachant que c'était un peu une aventure qu'on faisait ensemble, je me voyais mal faire que mes 15 minutes au ravito et repartir direct pour enchaîner sur l'après-midi et ne pas les voir alors qu'eux, ils font je sais pas combien de bornes dans la journée juste pour m'aider, pour me voir. Donc, j'arrive au ravito, je suis encore en forme, tout va bien, je mange, je vois plein de personnes qui abandonnent. Il y avait aussi des relais, mais il y en a plein qui abandonnent. Parce que quand j'étais dans le grand ravito de Doussard, il y a un speaker qui dit oui, le bus pour entrer à Annecy, il part dans 2 minutes. Et là, il y a une marée de personnes qui se lèvent. Et Et du coup, toi, ça te fait sentir bien, donc, paradoxalement? ouais, mais j'étais plus dans ma bulle en train de manger, de récupérer et un peu stressé bah, ils arrivent quand les gars? Ils sont toujours pas là, je vais perdre quand même pas mal de temps. Et au final, ils arrivent, mais bien avec 20 minutes de retard. Ça fait 20 minutes que j'étais là, alors que théoriquement, bah, je devrais repartir. Est-ce que tu as peur de perdre ton élan, de perdre ta dynamique? Sur le moment, pas du tout. Je me dis, bah, je vais voir les copains. Dans la tête, ça va me faire du bien. Et au moins, ils vont bien me préparer pour l'après-midi. Et je me préparais bien l'étape. Je pense pas du tout que Ok. ça casse ma dynamique à ce moment-là. Peut-être qu'avec du recul, Physiquement, il n'y a pas de risque que après les jambes deviennent raides à cause de la pause trop longue, non? on sait pas. Mais avec du recul, j'aurais bien aimé Ouais. faire une pause que de 20 minutes, grand max, et de continuer. Et sur le moment, je me dis plus, bah, on s'arrête, et ils arrivent et du coup, je repasse bien 30 minutes avec eux. Donc, je suis quasiment resté 1 heure au ravito, ce qui est un peu long, Ouais. mais du coup, ma batterie motivationnelle, elle est quand même au max parce qu'ils sont là, ils me massent, ils me changent tout, on passe un super moment, on se fait limite un petit pique-nique, quoi. Et en plus, j'arrive à aller aux toilettes et ça se passe bien. Du coup, je repars, mais il doit être 13h, 13h30. Je repars de Doussard pour l'après-midi. Il reste ouais, quasiment la moitié. Il reste au moins 40, oui, facile, 40, 45 bornes. Et là, il fait très chaud. Il fait vraiment très chaud. On est au max du soleil pendant 2 heures. Et Là, on rentre dans le dur. là, on rentre dans le très dur. Parce que du coup, rapidement, bah, je quitte les copains et je monte dans la nouvelle énorme montée qui va durer très très longtemps au soleil. Et là, c'est vraiment un four. Même quand on est à l'ombre, c'est un four. Ouais, c'est dur. Et je suis pas du tout avec les personnes qui étaient là depuis le début autour de moi. Parce que dépasses, tu te fais dépasser, mais c'est toujours un peu les mêmes personnes. Tu restes dans le même tronçon de, on va dire, 100 coureurs autour de toi. Tu reconnais les visages, tu cours tu sympathises un peu. Et moi, comme j'étais resté très longtemps au ravito, ils étaient tous repartis et je repars, pas la barrière horaire derrière moi, mais pas loin, quoi. Et en fait, je monte et je monte assez vite et je croise des personnes qui sont là, mais qu'est-ce que tu fais là? La barrière horaire, elle est là et tu vas trop vite par rapport à nous, notre rythme, etc. Et en fait,
Déjà, d'une, c'était un four, donc je les voyais tomber un peu comme des mouches. Et en plus, me suis mis un peu la pression parce que la barrière horaire, elle était pas si loin au final derrière moi. Donc, je me suis mis un peu à accélérer, mais c'était dur parce qu'il faisait chaud. Du coup, comme je disais, soleil et grosse montée, quoi. Comme ça va être de plus en plus dur au fur et à mesure, je me demandais, l'idée d'abandonner, est-ce que c'est une pensée qui plane au-dessus de toi pendant la course ou c'est une envie qui vient subitement avec la souffrance? J'y pensais pas du tout. Même à Doussard, j'étais là, je vais faire 16-17 heures, je vais être bien. Ouais, ça peut jamais traverser l'esprit. Je me suis dit, ça roule nickel. L'après-midi, je refais ce que j'ai fait ce matin, alors que c'est pas du tout Ouais. ça ce qui va se Ouais. passer. Mais je refais ce que j'ai fait ce matin et ça va le faire, quoi. Et Du coup, à quel moment t'as l'idée qui t'a traversé l'esprit pour la première fois? ça arrive après, parce qu'en fait, à Doussard, jusqu'au 65 quasiment, ça fait que monter. Et du coup, je monte et monter, Waouh. il n'y avait pas de souci. J'arrivais bien, plutôt assez vite, même s'il faisait chaud. Je monte, je monte, je monte, je monte. J'arrive là-haut, vue impressionnante, vraiment bien. Je suis content d'avoir fait l'avant-dernière grosse montée. Enfin, on va dire la dernière grosse, après, il y en avait encore un peu. Arrivé là-haut, je commence à descendre. Et là, on se rapproche, on est entre 62 et 70. Et là, je sens qu'en descente, en fait, c'est ça qui fait mal. C'est que mon genou, il a trop pris, surtout à gauche, il a trop pris cher. Là, c'est là où ça avance pas du tout vite. Et Et c'est des descentes vraiment raides, quoi. c'est raide, c'est pas du goudron, hein, c'est des gros cailloux. Ah, c'est dur. Et je me demande comment certains, des fois, ils courent dans ça, quoi. Et là, moi, je suis à peine lucide. Enfin, si, je suis assez lucide, mais je peux pas avancer, je peux pas courir. Si je cours, je fais un gros tout droit vers le bas et je risque de me blesser. Et du coup, je suis vraiment sur l'arrière, en train de descendre vraiment, et tout va dans les genoux. Et ça fait super mal. Et je sens qu'à gauche, mon genou, ça va pas du tout. Ça devient très compliqué. Et là, j'avance vraiment pas vite. Et là, bien sûr, là, je pense à l'abandon, là. Waouh. Et là, t'es à combien de kilomètres il te reste combien de kilomètres à faire encore, Je si suis tu à as peu compris? près à 65. Donc, ouais, il reste, Là, très dur. ouais, il reste quand même la fin, une belle vingtaine de kilomètres, quoi. Ouais, il te reste un quart à faire, quoi. Ouais, et là, ça devient très très dur. Donc la descente se fait être hyper longue pour moi. Si tu cours dedans, ça va beaucoup plus vite. Mais pour moi, c'était 8 bornes de descente qui font très très mal, où j'avance vraiment, je pense, à 2 ou 3 km/h, c'était la moyenne. Et là, il y a beaucoup de pensées. Là, tu as le temps de penser à beaucoup de choses parce qu'il y a plus grand monde autour de toi. Et tu commences à avoir peur de la barrière horaire ou pas? J'avais un repris de l'avance. Ouais, C'était plus, j'avais peur de l'abandon que la barrière horaire. ouais. Ok. Ça commence à trotter dans mon esprit, il n'y a pas de réseau, je peux pas contacter les copains, tout le monde s'inquiète un peu pour moi. Même si je m'en rends pas compte, je suis là à ce niveau-là plus trop lucide, et à la fin, c'est très compliqué. Et je me rapproche du prochain ravito, où ça doit être 68, un truc comme ça, 67. Et je m'approche du ravito, et là j'ai de nouveau du réseau, donc je recontacte un peu tout le monde. Et là, je commence à envisager l'arrêt, l'abandon, parce que je me dis, bon, là, il reste 20 bornes, ça va être très compliqué. Il y a moyen que je le finisse, mais je vais finir très, 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 très mal. Et ça se trouve, je suis même pas capable de le faire. Et parce qu'il restait beaucoup de descente, et c'est la descente qui faisait mal. Et j'appelle mes amis, ils disent, bah, nous, on n'est pas au ravito, c'est impossible d'avoir accès, mais on est au 70, donc on est 3-4 km après le ravito. On se rejoint là-bas. Tu vas pas arrêter ici, ils me remotivent pour au moins aller au 70. Ils ont dit, tu t'arrives au 70 et là, on sera là, donc on voit ce qu'on fait. Donc là, quand tu es dans le dur, c'est là, tu as pu voir l'importance du soutien des personnes pour. C'est ça qui t'a maintenu en vie? Ouais, parce que juste avant, j'ai appelé mes parents et ils m'ont dit, arrête, c'est déjà très bien ce que tu as fait. Et Ah, quand t'as- donc ça peut être un piège aussi. Ça peut être un piège aussi, c'est parce qu'il y a des proches qui tiennent à toi et ils peuvent te pousser à arrêter. Ouais, je crois que c'est Casquette Verte, mais ou comme beaucoup d'autres trailers qui aiment pas se faire assister par leur famille ou leurs proches, leurs Ouais. copines, enfin leurs conjoints, que ce soit gars ou fille, peu importe. Ils aiment pas parce que ils les voient dans les états où ils ont juste envie de leur dire arrête, alors que c'est pas ce qu'il faut leur dire à ce moment-là. Même si des fois, oui. Mais là,
j'ai appelé ma mère et mon père et ils m'ont dit bah, c'est déjà très bien, arrête. Et juste après, j'appelle les gars pour leur dire ouais, je pense que je vais arrêter. Et ils m'ont direct dit non, 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 tu arrêtes pas, au moins tu viens nous voir. Et du coup, au ravito, je mange une salade, je mange plein de trucs, ça me fait beaucoup de bien. Je parle avec du monde et on repart avec un petit groupe pour la montée. Et là, enfin, dans la montée, moi, je me dis, bah, les gars, je suis désolé, je vous attends pas parce que c'est là où moi je peux gagner un peu de temps et ça y va quoi. Donc je monte à une vitesse qui est assez folle et dans la montée, il y avait zéro problème. C'est pour ça que jusqu'à la fin de la course, il y avait que de la Ah montée, ouais. ça me serait allé. Limite dégoûté que ce soit juste un problème de genou, quoi. Ouais, bah, en fait, je le savais parce que j'étais pas assez prêt. Mais du coup, ça, mentalement, c'était assez frustrant parce que j'avais de la caisse pour monter, mais pas pour descendre. Mais bon, c'est le trail, je Aïe, peux aïe, pas aïe. faire que monter, sinon je fais que des kilomètres, 1 kilomètre vertical et c'est tout, quoi. Et t'as parlé du moment où t'étais seul, t'avais pas de réseau et c'était très dur dans Mm. la descente. Mais justement, dans ces moments-là où bah, on est vraiment dans le dur, comment tu faisais, toi, pour trouver du positif dans les moments difficiles? Bah, tu te raccroches à plein de trucs, à plein de bons moments, à plein de phrases. Après, là, c'est de la préparation mentale qu'il faut faire, Ouais. mais ouais, moi, j'arrive à me raccrocher à des phrases qui me motivent, à des personnes qui croient en moi ou que j'ai envie de rendre fier. Donc, je me dépasse pour faire taire certaines personnes, pour me motiver moi-même. Donc, ouais, tu penses un peu à tout ça. Moi, oui, c'est des phrases. J'aime bien des phrases un peu choc je sais pas, ça peut arriver parfois de phrases choc d'amis même, qui me disent des trucs et ça va rester en moi et je vais me dire, oui, tu vas voir. Est-ce que tu as des petites techniques pour, par exemple, tu me parlais de se donner des petits objectifs atteignables Mm. quand ça nous paraît une montagne, moi là c'est le cas de le dire. Ouais. Mais quand tu te dis, en fait, si tu penses à l'arrivée à ce moment-là, tu te dis, bah, je peux Non, pas le faire. c'est Donc il faut voir plutôt à court terme. exactement. C'est des petites étapes. Tu te dis, bah là, quand ça allait pas du tout, je vais jusqu'au ravito. Après, au ravito, je vais voir les copains. Du coup, ça monte. Ok, ça va. Et bah, à chaque fois, c'est des petites étapes comme ça. Après, quand j'étais j'ai rejoint mes amis, ils m'ont dit, bah là, t'as encore 2 kilomètres de montée. Ok, je monte encore 2 kilomètres et ça va. Et après, il y a de la descente. Et après, bon, bah écoute, c'est la fin, c'est de la descente. Donc, à 10 kilomètres de l'arrivée, t'abandonnes pas. Sauf si t'es extrêmement blessé, mais si ça va, si c'est jouable, tu le fais. Donc c'est vraiment des petites étapes. Je sais plus ce que je lisais l'autre jour, mais au bout de 14 heures de course, le trail, c'est que des phases de haut et de bas. Et tu le vois même sur des petites courses que tu fais, c'est au bout de 2 kilomètres, tu peux être dans le dur et 1 kilomètre après ou 15 minutes après, tu peux être vraiment hyper bien. Et donc c'est que des hauts et des bas. Le trail, c'est un moment, je suis vraiment pas bien, je suis au fond du seau, je vomis, enfin, je suis vraiment pas bien. Et 15 minutes après, je peux avoir des superbes sensations c'est, et après, ça peut être dangereux parce que tu peux te dire, ah ouais, je suis trop bien, et après tu redescends. Mais il faut savoir que ça monte, ça descend tout le temps. Et bien sûr qu'il y a des moments où tu vas rester très longtemps, très, 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 très bas, et c'est très dur. Et que tu remontes un tout petit peu, mais bah, c'est ça le trail, quoi. C'est un peu aléatoire. C'est là justement où on peut faire le parallèle avec la vie, avec les hauts et les bas, comment on les gère. Quand on a envie d'abandonner, on continue, on essaie de se trouver des petits objectifs, etc. On Ouais. va en parler après. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote précise pendant la course où tu te dis, ok, là, j'ai fait preuve de résilience? Hmm. Je sais pas si c'est un moment de résilience, mais c'est un bon moment que j'aime bien. Je suis dans la dernière descente et gentiment, en plus, faut savoir que c'est une course normalement sur du trail long que tu fais avec des bâtons parce que tu gagnes tu t'économises beaucoup d'énergie et notamment les genoux avec des bâtons. Et moi, je l'ai fait sans bâton, comme très peu de personnes sur cette course. Et pour descendre à la fin, il y a une personne qui m'a gentiment prêté ses bâtons, enfin un bâton. Comme ça, on se partageait chacun un bâton. Et on a pu parler pendant 2-3 minutes. Et après, moi, j'allais beaucoup trop lentement pour cette personne. Et, euh, et du coup, il m'a dit, bah, on se rejoint à l'arrivée, je t'attends et tu me le redonneras. J'ai dit, mais moi, je sais même pas à quelle heure j'arrive. Donc, reprends ton bâton, j'ai pas envie que tu m'attendes pendant 1 heure alors Ouais. qu'il sera déjà à minuit et que ça le fera pas. Donc, j'ai donné son bâton et moralement, ça faisait très mal parce que les bâtons m'aidaient Ouais. énormément. Est-ce que tu penses qu'il a fait exprès de te dire, tu me le redonnes à l'arrivée pour te dire, maintenant, tu vas arriver à l'arrivée? Mais c'est possible.
Mais je pense qu'il voulait vraiment me le laisser. Je lui ai dit, mais reprends-le parce que ça sert à rien si tu vas attendre pendant je sais pas combien de temps et j'ai pas envie d'avoir cette charge en plus après. Mais après, dans la tête, c'était dur. Mais une fois que tu arrives vers la fin, tu te dis que forcément tu vas finir. Mais chaque étape est très très longue et très très dure. Je me rappelle avoir appelé des copains et dire j'en peux plus, il y a des cailloux partout, je descends, ça va le faire, mais j'en ai trop marre quoi. Et En plus, à la fin, il fait nuit. à la fin, il faisait nuit pour moi, hein, pas pour les premiers. Ouais. Et t'es dans une euphorie où tu sais que tu vas le faire, mais en même temps, c'est encore très dur et très long. Il reste que 5 bornes et t'y arrives pas, quoi. Et t'arrives pas au bout à chaque fois. Il y a certains bénévoles, enfin, je criais dans la forêt tout seul après parce que ils me disaient, allez, plus qu'1 kilomètre et vous êtes sorti de la forêt, plus que 500 mètres, plus que 200 mètres, et que t'arrives à chaque fois au bout de 200 mètres, ben, il y a encore de la forêt, c'est pas fini. Et dans la forêt, j'étais dans un état vraiment second. Et donc, je devenais fou de pas voir cette fin de forêt. Oui, parce que finalement, on peut le dire officiellement, le dénouement, c'est que tu as franchi la ligne d'arrivée. Ouais. Tu as bouclé ces 88 km quand même. Bravo. Et dans les délais. Et dans les délais, c'était un peu chaud. Dans les délais, et l'objectif, c'était de la finir. Donc, ça l'a fait. Et avec du recul, j'aurais tellement aimé avoir mes pleines capacités pour voir ce que je valais réellement, ce que je vaux réellement. Mais il y a plein d'occasions qui vont arriver où je pourrais montrer un peu plus sur du long ce que je vaux. Du coup, ce moment où tu arrives dans la dernière ligne droite, où tu vois le monde, Mm. décris-nous ce que tu as ressenti à ce moment. Beaucoup de joie. J'étais très euphorique parce que j'ai fait le dernier kilomètre avec les gars qui m'ont accompagné pendant toute la course. Donc, c'était un truc vraiment qu'on a vécu ensemble. On s'est vu 4-5 fois dans la journée. On n'arrêtait pas de s'appeler. Ils vivaient la course comme moi quand ils m'ont pas eu pendant très longtemps où c'était très dur pour moi. Ils étaient paniqués comme pas possible. Et ils étaient là, non, mais c'est sûr, il a abandonné. Et ils ont eu mon appel. Et ils étaient comme des dingues. Enfin, comme si on avait marqué un but de foot ensemble, quoi. Et donc, c'était assez dingue. Et on a fait le dernier kilomètre ensemble. Et après, on était tous hyper heureux. Et j'ai rarement vu, dans un sport théoriquement individuel, une telle alchimie entre nous, quoi. Donc, c'était assez dingue. C'était super à C'est vivre. beau. Parce que, bien sûr, tu passes par toutes ces émotions. Et quand tu es en plus bas et que tu arrives et que tu es tout en haut, et ben, il n'y a rien de meilleur que de partager ça avec des copains. Après, quand les émotions retombent, ça doit être spécial quand même comme sentiment. Ouais, bah après, t'es euphorique pendant je sais pas combien de temps. Surtout que moi, c'était la première, j'ai l'impression que tout l'été, j'étais très heureux. Et Ah oui, carrément. Ah ouais, oui, ça. en plus de ça, ce qui était assez incroyable, avec ces mêmes copains, on jouait la montée en première division au foot, parce que c'était copains du foot. Et une semaine après, j'ai pas du tout fait les entraînements de la semaine d'après parce que j'étais pas en capacité, mais j'ai joué le dernier match la semaine d'après, ce qui est un peu lunaire quand même vu mon état. J'ai fait le dernier match et on est monté en première division et c'était ce double accumulation de dopamine en une semaine était beaucoup trop élevé et ça m'a fait je pense que ça m'a fait l'été après. Ah, magnifique. Après la fin de la course, t'as lâché une petite larme quand même ou pas? Je pense que plus pendant que après. Ah, pendant? Oh, waouh. Ouais. C'est vrai qu'en Ouais. fait, t'avais déjà tout épuisé. Et c'est quelque chose, je pense que ça arrive à pas mal de coureurs, surtout quand ils font du très long, de passer par tous des états de hyper joie et après, comme je disais tout à l'heure, de frustration, de déception, de pleurs. Tu penses à plein d'autres choses, comme tu as le temps de penser à beaucoup de choses. Tu penses à plein de trucs, mais souvent des trucs pas très cool. Donc, des fois, ça te met rapidement les émotions, quoi. Tu serais d'accord pour dire qu'un trail, c'est un peu le résumé d'une vie? Ouais, je pense qu'on en avait déjà parlé et c'est exactement ça. Le trail, c'est des hauts et des bas. Et à chaque fois, tu essaies de t'accrocher quand ça va pas à ce qui arrive le plus proche. Et tu passes les étapes comme ça. Et il y a toujours, après la pluie, il y a toujours du beau temps. Tu retiens que des belles choses de ce trail. Je sais que tu m'avais parlé de notamment la solidarité entre coureurs, mais que tu as pu illustrer avec ces bâtons Exactement. et du partage. Ouais. Non, mais des belles valeurs théoriquement dans ce sport avec la plupart des personnes. Tu te mets pas de coups comme au terrain de foot, donc c'est plus facile de partager des bons moments, etc. Comment ça a résonné ensuite dans ta vie? Est-ce que cet épisode, ça t'a donné
certaines informations sur toi-même ou certaines Mmh. réponses. Ouais, carrément. Et j'ai hâte d'en refaire pour aller chercher d'autres réponses et Ah, hâte d'en refaire. pour aller, Encore plus dur? pour chercher parce que là, j'ai fait ça, mais et en tout, j'ai fait 20 heures de course, qui est, pour un 88 bornes, c'est bien parce que c'est réussi, enfin, j'ai franchi la ligne d'arrivée, mais c'est pas, réussi dans le sens où, j'aurais pu faire mieux et j'ai envie de revivre des émotions comme ça, rechercher d'autres limites, bien sûr après sur du plus long, et cetera, faire plus rapide. J'ai l'impression dès que je fais un trail, de me connaître encore plus. Ah, je savais pas qu'à ce moment-là, je pourrais faire ça. Là, je peux encore accélérer alors que, enfin, l'année dernière, je pouvais pas du tout. Et alors, quelle réponse ça t'a donné sur toi-même? Ah, là, ça devient très philosophique, mais bah, comme je disais, d'un premier regard, tu t'apprends mieux à te connaître, juste typiquement ce que je peux manger, ce que je peux boire, enfin, vraiment les apports que j'ai besoin tous les jours. Et après, le trail, ça t'apporte, je sais pas, ça m'apporte comme on a déjà pu évoquer, mais un état méditatif où tu peux penser à pas mal de choses. Ça peut répondre à pas mal de questions, des choses, comme on l'a dit, ça représente parfois l'étape d'une vie. T'as des hauts, t'as des bas, et le trail, ça vient, je sais pas, combler quelque chose parfois, m'apporter un moment où je peux essayer de trouver des réponses que j'ai pas forcément. Quand c'est compliqué, il m'arrive d'aller courir et de penser à ce que je dois penser, que ce soit sur ma relation, sur le travail, sur des relations avec des amis, etc. Et sur des problématiques que j'ai et comment est-ce que je peux les régler. Et j'ai l'impression que la course, ça vient te donner des solutions et te libérer ton esprit. Ça a l'impression d'aérer en fait un peu tout et de rendre plus simple. Ok, donc c'est presque thérapeutique. Ouais, oui, bah, je pense que pour certains, le sport, c'est thérapeutique. Et est-ce que ta manière d'aborder les choses de la vie a évolué depuis? Je sais pas, j'ai l'impression que encore plus depuis que je vois ma psy, depuis que je vois mais Ouais. parce que c'est beaucoup plus simple. Aller voir une psy, c'est aussi une preuve de résilience finalement, parce que Mmh, si on estime qu'il y a un problème, à accepter de s'attaquer à ce problème et mmh, essayer de le résoudre, ouais, exactement. finalement c'est une forme de résilience. Ouais, c'est se poser des questions sur toi et les Ouais, confronter au lieu de les c'est pas laisser et facile. comme beaucoup de générations, de les laisser et de vivre avec et ce qui est pas du tout bon et le but, Ouais. c'est d'être, la meilleure version de soi-même et j'espère que je change et que je m'améliore sur beaucoup de points. Bien sûr, après, ce sera pareil si j'ai des enfants, de transmettre ça et qu'eux soient encore mieux que moi. Il y a les épreuves sportives et puis il y a les épreuves de la vie. Mmh, Et justement, il y a quelque chose un peu qui va mêler les 2, c'est que après plus tard, tu vas avoir une autre blessure, c'est que tu vas te rompre un ligament croisé du genou. mmh. C'est pas juste une blessure parce que ça a eu des conséquences sur ta vie personnelle. Dis-moi en quoi ça a été une épreuve pour toi? Parce que j'avais déjà eu une blessure, mais j'étais beaucoup plus jeune et je pense que beaucoup moins de sport à ce moment-là. Là, aujourd'hui, en plein développement de mon envie de faire du trail, d'autres sports, continuer le foot, le golf, le trail, assimiler tout ça, c'est beaucoup de sport et il faut que ton corps soit prêt. Et là, mon corps n'allait pas être prêt pendant plus de 6 mois à faire tout ce sport et donc ça devient sorte d'autres challenges. Je pensais que ça allait être très dur dans la tête en fait, de pas pouvoir se raccrocher au sport pendant plus de 6 mois, ce qui a toujours fait part de ma vie, en fait. Et au final, en fait, tu te raccroches à beaucoup d'autres choses. J'en reparlais avec mon ostéo l'autre jour. Tu découvres d'autres passions, d'autres choses. Tu as plus de temps pour te former, apprendre, lire plus de livres, apprendre de nouvelles techniques, apprendre. Enfin, je me suis mis à jouer aux échecs. Enfin, il y a plein de trucs qui viennent alimenter ton quotidien que tu n'avais pas et que tu découvres. Et en fait, c'est tout aussi passionnant, même si c'est moins physique et que je mettrais toujours le sport en numéro un. Et bah, il y a d'autres formes, je sais pas, de vie, j'ai envie de les appeler, qui arrivent et enfin, tu vis avec ça après et tu découvres tout un autre monde, t'as l'impression. Tu t'es rendu compte que, bah, il y avait plein de choses à côté aussi qui tu pensais que ça allait être la fin du monde, mais en fait, tu peux, t'épanouir par d'autres moyens. Mm, exactement. Et c'était assez, dans mon esprit, c'était une belle ouverture aussi, quoi. Et parce que justement, parfois le piège quand on est, un grand passionné de sport et que ça occupe une place, f importante dans notre vie,
on peut avoir peur même que ça touche à l'estime de nous-mêmes si on n'est plus apte à pratiquer. Exactement. Est-ce que toi, tu as eu cette peur un peu? Peut-être, oui, que je pouvais pas prouver, que je pouvais pas montrer. Bah, en allant chez la psy, ça va beaucoup mieux. Toujours, c'est un point. Je pense que ça s'est fait naturellement, mais oui, forcément, ça aide quand tu vois quelqu'un pour en parler et que c'est plus simple. Et, enfin, je dis ça à mon humble niveau, mais j'imagine même pas les sportifs de haut niveau quand, je sais pas, soit ils arrêtent leur carrière ou soit ils ont des grosses blessures, sachant que eux, c'est carrément leur métier et ils vivent pour ça. Donc, j'imagine encore plus l'effet que ça doit faire. Oui, parce que être résilient, ça veut pas dire endurer tout seul, hein. Vous avez tout à fait le droit d'aller voir un ou une psy. Ouais, C'est même recommandé, hein. exactement. C'est de la vraie médecine. Et dans ce changement d'état d'esprit, tu me disais que du coup, tu t'étais ouvert à d'autres choses pour pas refaire les erreurs du passé, notamment tu vas faire un peu plus de renfort musculaire. Ouais, exactement. C'est quelque chose que je m'étais toujours dit, oui, bah, je fais un peu de renfort au poids de corps à la maison et ça suffit. Et aujourd'hui, je réalise que bah, j'avais tort depuis le début et j'ai un copain, il en fait depuis qu'il a 17 ans et oui, forcément, il se blesse beaucoup moins que moi et il est beaucoup plus rapide. Et donc, une petite dédicace à Mathéo parce que c'est lui qui a raison depuis le début. Et moi, du coup, je m'y mets et je vois déjà les bénéfices en un rien de temps. Si je vais à la salle travailler les jambes et 2 jours après je vais courir, ben, en fait j'ai l'impression de voler quand je cours. J'apprends tous les jours et c'est quelque chose. Je sais pas si c'était toujours là et j'étais là, non, j'ai juste pas envie parce que ça m'intéresse pas. Alors que en fait c'est juste un complément qui vient aider à performer et à pouvoir justement avoir ce corps prêt pour tous les sports que je veux faire. Donc c'est juste comme s'il fallait l'entretenir avec ça et après je pouvais faire mes sports qui sont pour moi un peu plus ludiques. En tout cas, je te souhaite donc continuer à trouver ton équilibre intérieur. Avant de se quitter, pour conclure, on peut dire que finalement la résilience, c'est une forme de courage. Donc tu l'as démontré, on peut le démontrer lors d'un trail, on peut le démontrer dans des épreuves de la vie, etc. Mm. À quel moment tu as fait preuve de beaucoup de courage dans ta vie depuis? Franchement, ça fait pas longtemps que je vais voir MC et je pense que comme on l'a dit, ça demande beaucoup de courage et parce que on confronte vraiment les problèmes qu'on a et ça, parfois, c'est très compliqué et faut avoir du courage de se l'avouer et de voir enfin les choses d'une autre perspective et de vouloir changer ça. Pour moi, c'est ça. Je pense que où je fais le preuve de plus de courage, c'est de changer certaines choses qu'il y a chez moi et en positif. Et ça vaut le coup. Et ça vaut le coup. Et la vie est beaucoup plus simple après. Franchement, superbe message pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026? De pas me blesser. Là, en fait, chaque jour, je me rappelle de ça. Enfin, le corps me rappelle que, attention, faut pas que tu ailles trop là, attention. Et donc, j'essaie de faire attention. Mais en dehors des blessures, j'ai quelques petits trails de 40 et 50 km déjà de prévu cet été. Donc, de réussir ça. Et puis... Du gâteau pour toi? Non, pas du gâteau, mais ça va être de nouveau épanouissant de pouvoir s'aligner sur une ligne de départ et de reprendre des vraies courses. Et en plus de ça, là, je suis un peu comme un gamin depuis quelques semaines parce que je reprends le foot. Donc, j'ai l'impression de retourner à mes 9 ans et d'aller à l'entraînement avec une joie qui est vraiment incroyable. C'est super, je te souhaite de cartonner dans toutes ces disciplines. Merci beaucoup, Nathanaël, de t'être livré avec autant d'authenticité. C'était un beau moment. J'espère que tu as pris du plaisir toi aussi. Bah oui, très. Moi, même si on a beaucoup parlé de moi, et j'ai pas trop l'habitude, j'aime beaucoup parler des autres. Mais c'est le but. Hein. C'est de te mettre en lumière. Et ce challenge du podcast est très sympa. Et merci, ça me fait plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Ciao. Salut tout le monde. Ciao. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Suis l'Instagram Radio Arc-en-Ciel pour accéder à encore plus de contenu et abonne-toi à la chaîne YouTube Studio Arc-en-Ciel. Tu likes, tu commentes, tu partages, tu fais ce que tu veux et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.